à tous, bienvenue. Nous commençons notre semaine du numérique, édition 2, avec le premier webinaire de la semaine, les supports numériques essentiels pour débuter sa communication numérique avec son entreprise. Vous êtes encore en train d'arriver petit à petit, il est 9 heures tout pile. On va attendre 1 minute, 2 minutes pour attendre les derniers participants. Donc aujourd'hui, ce matin, ce que nous allons voir ensemble pendant 1h15, 1h30, c'est effectivement quels outils utiliser et comment bien les utiliser pour commencer sa communication sur le numérique pour son entreprise lorsqu'on débute son entreprise ou lorsqu'on a commencé et qu'on n'en avait pas encore précédemment. Aujourd'hui, on va utiliser l'outil Zoom. Vous êtes tous connectés. Vous ne pouvez pas parler car vos micros sont coupés. Nous ne pouvons pas vous voir quand vos caméras sont coupées. C'est le webinaire. Vous avez par contre la possibilité de discuter avec nous, moi, Lionel, ou mon collègue Pascal qui nous suit, avec le petit bouton que vous avez en bas de votre outil Zoom, converser, chat, ou à droite, le petit bouton Q et R si vous avez des questions à nous poser. Pascal essaiera d'y répondre en direct via la messagerie ou interviendra en direct à l'oral pour y répondre directement. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça, ce type de webinaire. Bonjour à tous, voilà, et merci Lionel pour l'animation. Donc, si nous commençons tranquillement à la Chambre des métiers de l'artisanat, Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes sur le territoire, région, et nous sommes donc une équipe des chargés de développement numérique qui vous accompagnons tout au long de l'année. Chacun a notre rôle dans notre département. Donc moi-même dans le Jura, Muriel dans le 70, Pascal qui m'accompagne dans le 21, Thierry dans le 89, Mélodie dans le 58, Solène dans le 71 et David qui slalome entre le 90 et le 25. Donc suivant vos départements, vous aurez à la fin de cette présentation l'intégralité de nos coordonnées, mail et téléphone si vous souhaitez nous recontacter pour voir un petit peu plus. Il est 9h03, je vois que c'est déjà bien rempli. Merci d'être parmi nous. Merci de vous être connectés et nous allons commencer. Quels sont aujourd'hui les sujets, les thématiques numériques les plus importantes pour commencer sa communication de son entreprise? Évidemment, créer ou faire créer son site Internet. Pourquoi nous allons créer un site Internet en tant qu'artisan? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Quels vont être les avantages, les inconvénients à créer son site? Aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu, effectivement, d'avoir son site Internet. Site Internet, pour les plus classiques, on appellera ça un site vitrine, c'est-à-dire un site qui va apporter uniquement les informations essentielles de notre entreprise, nos coordonnées, nos horaires d'ouverture, la géolocalisation, etc. On aura aussi la possibilité, pour les artisans qui font de la vente, de créer un site boutique, un site de vente en ligne. On regardera ça tout à l'heure. Pourquoi avoir un site Internet? Quel CMS choisir pour son site Internet? CMS, pour l'instant, c'est encore un petit mot vulgaire. On verra ça tout à l'heure. Combien ça peut coûter? Aujourd'hui, c'est impossible de ne pas être visible sur Internet. Je ne dis pas que ce n'est impossible d'avoir un site Internet, c'est impossible d'être visible. Il faut à tout prix avoir une visibilité sur Internet. Et on va voir ça ce matin sur quels sont les outils pour avoir cette visibilité-là. Le web, un atout pour mon entreprise. Oui, un outil incontournable pour le développement de mon entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, sur toute la population française, plus de 80% à utiliser Internet pour toutes les choses du quotidien, pour se renseigner, pour aller regarder ce qu'on cherche, pour aller voir des avis, pour aller comparer, ou alors après pour discuter avec la famille, pour jouer. Aujourd'hui, nous sommes tous sur Internet, que ce soit avec nos ordinateurs, nos tablettes ou nos téléphones. Il faut donc savoir créer sa visibilité et bien la créer pour qu'on soit visible et que du coup, on puisse être recontacté assez facilement. On va le faire pourquoi? Pour vivre dans l'air du temps. Aujourd'hui, en 2021, on est, comme je viens de le dire, on est tous sur Internet. Donc, le premier réflexe que chacun de nous a
aujourd'hui, on a une question, on discute, on prend le téléphone, on se met sur Google et on cherche la réponse à notre question. Pareil, est-ce qu'on va vouloir chercher des artisans? Si aujourd'hui ou demain, je vais avoir besoin de faire des devis comparatifs pour tel chantier, ou je vais avoir besoin d'aller regarder quel est le coiffeur le plus proche de chez moi, on sort le téléphone et on se met sur Google. Pourquoi donc se faire connaître auprès de ses clients? Oui, vous allez avoir votre cercle d'amis, de famille, de clients proches, mais aujourd'hui, il va falloir sortir de ce cercle-là et s'ouvrir un petit peu plus aux personnes qui ne vous connaissent pas, aux personnes qui ne savent pas que vous êtes installé, aux personnes qui ne sont pas forcément du coin, mais qui ont la possibilité de faire 3, 4, peut-être 10 kilomètres pour comparer des devis et ou faire appel à vous. Le bouche à oreille 2.0, dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, on va vous recommander parce que vous êtes venu intervenir chez un client et ce client-là qui sera très satisfait va en parler à quelqu'un d'autre, etc., etc. Ça marche très bien. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle le bouche à oreille 2.0. Ça s'appelle les recommandations numériques. On a la possibilité sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou sur Google de faire des recommandations numériques. Donc, c'est exactement la même chose que le bouche à oreille, sauf que ça va beaucoup plus vite, vu que c'est tout numérique, instantané, et qu'on a la possibilité de toucher beaucoup plus de personnes en une seule fois. Un autre pourquoi, avoir plus de clients sur notre zone de chalandise. Notre zone de chalandise, c'est la zone où nous intervenons en tant qu'artisans. Et aujourd'hui, outre le fait d'aller mettre vos petites cartes de visite dans les bureaux de tabac ou les commerces ou de faire la tournée des boîtes aux lettres pour mettre vos flyers, on a la possibilité gratuitement, depuis la maison, de faire la même chose sur Internet. On va monter un site Internet, on va se mettre sur les réseaux sociaux, on va créer un Google My Business qui va nous permettre d'avoir une visibilité différente, mais qui va nous permettre d'être vus plus rapidement. Un moyen de prospection continue. Ça reprend ce que je viens de dire. Aujourd'hui, votre site Internet, votre Google My Business, votre Facebook, il vit 24 heures sur 24 sur Internet. Donc, on a la possibilité, nous, clients, de vous trouver à n'importe quel moment de la journée. Aujourd'hui, les journées sont bien chargées. On est papa, on est maman, on a 2 enfants. On se lève à 7h30 pour les gérer jusqu'à 19h30, 20h le soir. La journée est bien complète. Et c'est à partir de 21h, en attendant que le film de TF1 à 21h15 commence, qu'on se met sur le canapé avec notre téléphone et que là, on peut commencer, nous, à faire nos démarches pour chercher ce qu'on a besoin, pour aller comparer les produits, les services sur Internet et pour aller voir ce qu'il en est par rapport à nos recherches. On sait qu'on ne va pas pouvoir vous appeler à 22h. Par contre, on va avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous envoyer un message soit dans la soirée, soit vous recontacter le lendemain matin quand on aura 5 minutes dans la journée. C'est ça la prospection en continu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre du temps entre midi et 2 ou à un moment donné de la journée pour vous contacter. On peut le faire n'importe quand grâce à vos outils numériques. Comment on va réaliser tout ça? On a vu le pourquoi, on va voir le comment. Site Internet, il nous faut effectivement un site efficace, c'est-à-dire un site qui soit bien construit, autant sur le fond que sur la forme. On va faire jouer un petit peu l'esthétisme et on va essayer de rédiger un peu toutes nos informations correctement. Il faut donc que le site Internet soit optimisé, ergonomique, clair. Ça veut dire qu'il n'y ait pas trop d'informations au même endroit, qu'il n'y ait pas trop de visuels qui se chevauchent et qu'on puisse, nous, internautes, s'y retrouver assez facilement dans l'arborescence. Qu'on puisse passer d'une page à l'autre ou d'une thématique à l'autre sans qu'on soit trop perdu. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on va appeler le référencement. Encore un gros mot qu'on pourra voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Le référencement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait donner la possibilité à Google de nous faire sortir très rapidement dans les moteurs de recherche pour être visible, nous, soit en numéro 1 ou dans le meilleur des cas, dans la première page de Google, lorsque les clients vont taper les mots-clés. Si demain, je cherche une boulangerie parce que je viens de m'installer dans le village et que je ne sais pas où elle est, si je tape boulangerie, le nom de mon village, si moi, je ne suis pas tout à fait dans ce village-là, mais à côté, il faut absolument que je puisse ressortir aussi. Et on va jouer donc sur le référencement avec des mots-clés, ce qu'on appelle le SEO pour la version gratuite et le SEA pour la version payante en termes de référencement. On va y revenir un petit peu plus tard. Si on fait un petit débrief de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut voir aujourd'hui.
les usages numériques des Français. Aujourd'hui, comme je vous le disais, plus de 80% des Français sont sur Internet pour s'informer. C'est-à-dire qu'on va aller sur Internet pour regarder absolument tout. On va avoir une émission à la télé, on va aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus. On va recevoir un flyer dans la boîte aux lettres, on va aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus. On va avoir une discussion avec des collègues de bureau ou avec la famille. On va vouloir s'assurer que ce qu'on dit ou que ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est intéressant. On va aller sur Internet pour regarder. On va aller faire… Voilà, le premier réflexe qu'on a aujourd'hui, c'est sortir le téléphone et aller sur Google. Dans le même genre, plus de 80% pour réaliser des achats en ligne. Déjà, il y a 2 ans en arrière, c'était déjà très bien répandu, le fait de commander ses courses sur Internet, de faire le drive, d'acheter sur des sites marchands. De plus en plus de Français réalisaient leurs achats en ligne. Avec le Covid et avec le confinement, ça a fait un boom exceptionnel qui fait qu'aujourd'hui, on a gardé ces habitudes. On sait aujourd'hui que plus de 50% des clients supermarchés, hypermarchés qui ont réalisé leur première drive pendant le confinement, qui ne le faisaient pas avant, sont restés sur le drive et ne vont plus faire les courses en physique. Et c'est la même chose pour les autres achats en ligne. 80% vont utiliser Internet pour communiquer. Donc là, on parle d'outils tels que Zoom, comme par exemple nous aujourd'hui, tels que Facebook pour le côté vidéo Messenger, tels que Skype, et tels que tous les outils qui vont nous permettre de communiquer soit par écrit, soit en vidéo. 80% vont aller se renseigner. Moins de 80% pour se distraire. Donc là, on va parler de jeux vidéo, on va parler de Netflix, de Disney+. Et presque 80% pour leurs démarches administratives. Donc là, on parle effectivement pour réaliser les démarches, les impôts, l'URSSAF, Amélie.fr, tout ce qui va concerner un petit peu l'administration publique. On va faire une petite comparaison et mettre en évidence la différence entre site vitrine et site marchand. Un site vitrine, qu'est-ce que c'est? Un site vitrine, c'est, comme je le disais en préambule, un outil qui va nous permettre de donner une visibilité à nos produits, à nos services, sans proposer de vente en ligne. Donc, notre site Internet, la première chose qu'il faut qu'il fasse, c'est donner envie. Donc, qu'il ne soit pas trop moche, bien construit, pour qu'on puisse s'y attarder, pour qu'on puisse trouver les informations qui nous intéressent assez rapidement. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre en évidence nos savoir-faire et l'entreprise. Nos savoir-faire dans la description de ce qu'on va proposer, nos services en prestation de services et de nos produits si on est sur de la vente physique, avec évidemment toutes les informations coordonnées, adresse si on a un point physique, numéro de téléphone, adresse email, peut-être le lien vers nos réseaux sociaux si on en a. Et nous avons toutes les obligations légales à ajouter sur ces sites Internet. J'entends par obligation légale tout ce qu'on doit faire savoir à l'utilisateur. Et on appelle ça des mentions légales. Dans ces mentions légales, on doit pouvoir y retrouver qui a construit le site Internet, quel est le nom de la société, son numéro de SIRET, qui héberge le site Internet, etc. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur le côté mention légale, RGPD, politique de confidentialité, on a un webinaire dans la semaine qui pourrait être intéressant pour vous. On va donc sur notre site vitrine vouloir, 1, provoquer le contact, 2, rassurer le client sur notre professionnalisme. Sur un site de vente en ligne, on n'est pas tout à fait sur le même objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est vendre directement les produits qui sont sur notre boutique en ligne. Donc, on va essayer de mettre en avant et de faire valoir un achat coup de cœur. Ça veut dire que là, ce qu'on va mettre en évidence et ce qu'on va essayer de gérer au mieux, ce n'est pas forcément la qualité du site Internet, bien que ça soit important, mais c'est encore plus la qualité des images, des visuels, des produits qu'on veut vendre. On va donc réaliser une boutique en ligne avec des visuels, des photos, et c'est ces photos-là qu'il faudra chiader pour qu'elles soient effectivement de bonne qualité et qu'elles nous donnent envie. On va donc mettre en évidence, là, sur ce principe-là, nos produits avec de belles photos, de belles réalisations et évidemment, toutes les informations qui vont avec le produit. La qualité, la provenance, le poids, la taille, l'expédition, etc., etc. On aura bien évidemment nos mentions légales à gérer aussi dans nos obligations, ainsi que les conditions générales de vente.
Si on a un site internet de vente en ligne, cela veut dire qu'il va falloir nous être vigilant sur toute la gestion de ce site internet. Parce que ça sera probablement votre outil principal de vente ou peut-être votre outil secondaire si vous êtes en boutique, si vous êtes sur les marchés, etc. Mais dans ce cas-là, il va falloir avoir une gestion des articles importante, pouvoir gérer la quantité et la productivité, la gestion des stocks, évidemment, gérer les modalités de paiement. Est-ce qu'on va offrir du paiement en ligne par carte bleue, par chèque, par virement bancaire? Si c'est par carte bleue, avec quel module de carte bleue, etc. La gestion des livraisons, si vous proposez la livraison à domicile, la livraison en point relais ou le click and collect. Et évidemment, gérer ces fiches produits pour qu'elles soient impeccables de A à Z. Pascal, je parle beaucoup, n'hésite pas à intervenir si tu as besoin de compléter. On a déjà quelques questions, mais tu y reviendras un petit peu tout à l'heure, notamment par rapport au référencement. Okay. Donc ça, c'est un point qu'on abordera tout à l'heure, les différences entre le référencement payant et le référencement gratuit, notamment. Ok, super. Voilà. Alors, pour l'instant, nous sommes 78 pour info. Je vois. Parfait, super. Alors, on continue sur la création de nos sites Internet. Quel budget? C'est ça qui va nous intéresser le plus. Comment faire un site Internet sans que ça nous coûte trop d'argent, nous, artisans? On va avoir deux possibilités. J'entends par là une possibilité de création par soi-même et une possibilité de faire créer par un professionnel. Faire créer par un professionnel, c'est effectivement se dire qu'on aligne, on met une petite ligne du budget pour la création de notre site Internet parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas l'envie tout simplement. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Tout le monde réalise son site Internet en fonction, de ses moyens, de ses compétences, etc. Nous, on va partir sur un esprit où on va le créer par nous-mêmes pour faire une grosse économie. Et dans ce cas-là, on va avoir plusieurs outils de création de sites Internet qui vont s'offrir à nous. Aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, on a décidé de vous en proposer que deux et les mettre un petit peu en concurrence pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. On va avoir l'outil, on va dire, connu de tous et de tous les professionnels qui s'appelle wordpress.org. C'est un outil sur Internet qui nous permet de créer, de réaliser des sites Internet par nous-mêmes. La création va être entièrement gratuite, c'est-à-dire le fait de construire, de réaliser son site Internet sera entièrement gratuite sur WordPress comme sur la plupart des autres CMS. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, les différences se feront ailleurs. WordPress est un outil ultra compétent, connu, comme je le disais, par tous, et très sécurisé, qui nous permet d'avoir une entière confiance pour la réalisation de nos sites Internet. Attention néanmoins, c'est un outil qui est peut-être, pour certains d'entre nous, assez compliqué à appréhender. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement la possibilité de créer son site Internet, à faire une structure, créer ce qu'on appelle un squelette de site Internet. Mais pour gérer après l'intérieur, le visuel, les différents widgets, les différents outils que l'on va mettre à l'intérieur, si on veut faire de la vente en ligne, si on veut faire de la prise de rendez-vous, etc. Là, il va falloir quand même peut-être avoir quelques connaissances, peut-être avoir une intuitivité avec l'outil qui vont nous demander un petit peu de temps et peut-être un petit peu d'accompagnement aussi par quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. On va faire la comparaison avec Wix, Wix.com, qui est lui un outil de création en ligne de site Internet, entièrement gratuit aussi, mais qui va être beaucoup plus sur de la création visuelle, c'est-à-dire à la différence de WordPress où peut-être il va falloir rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle du code HTML. Wix, lui, ne nous en demande absolument pas. C'est-à-dire qu'on va être uniquement sur de la gestion visuelle et nous permettre de, si j'ai envie de mettre mon logo en haut à gauche, je prends mon logo, je le mets en haut à gauche. Si je veux prendre mon texte et le mettre au milieu, je le prends au milieu. On est vraiment sur un système de fais ce que je dis, que l'ordinateur fait ce que je lui demande de faire. Un peu comme quand vous êtes sur votre Word ou si vous avez l'habitude d'utiliser peut-être Publisher ou alors un autre outil en ligne pour réaliser ces flyers, ces cartes de visite type Canva, où on va juste aller récupérer et mettre à l'emplacement. Les différences, du coup, vont se jouer après sur les fonctionnalités. Puisque Wix nous propose la possibilité de créer un site Internet très facilement, sans trop de connaissances, voilà, avec une intuitivité qui est quand même assez sympathique,
forcément qui va récupérer un petit peu d'argent à côté. C'est-à-dire que Wix va nous offrir une création gratuite, un hébergement gratuit et un nom de domaine gratuit avec en contrepartie une petite publicité dans votre nom de domaine. C'est-à-dire que quand vous avez un site internet qui va s'appeler www.monentreprise.fr parce que vous aurez acheté votre nom de domaine à 15 € par an, Wix pourra vous le proposer, lui, gratuitement avec le www.monentreprise.wix.com. Il va se glisser le petit Wix à l'intérieur de votre nom de domaine pour que lui se fasse cette publicité-là. Ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si on veut rester dans l'entièrement gratuit, on sait qu'on aura le petit Wix dans notre nom de domaine. Si on ne veut pas de petit Wix, on a la possibilité sur le site Wix d'acheter aussi notre nom de domaine et donc de supprimer cette publicité-là. Sur WordPress, lorsqu'on va créer un site internet, on n'aura absolument pas de publicité, ni en bandeau, ni les publicités que vous pouvez voir apparaître à chaque fois que vous êtes sur un site internet, en pop-up, etc. WordPress va rester entièrement neutre. Wix, lui, dans un modèle gratuit d'hébergement, va nous imposer uniquement un petit bandeau en haut de notre site internet sur la longueur où il y aura cité « Ce site a été construit par le site internet Wix ». Ce sera les seules publicités qu'on aura sur Wix. Mais il faut le savoir, ça peut des fois gêner. Dans un principe de gratuité, on peut se dire que pourquoi pas, ça ne nous embête pas plus que ça qu'il y ait un tout petit bandeau en haut de notre site internet avec Wix. Si ça nous gêne, parce qu'on a envie d'avoir une image très professionnelle ou parce qu'on n'aime pas les publicités, on a là aussi la possibilité d'acheter un hébergement sur Wix payant et qui nous supprimera ça. La différence va se jouer là-dessus. Quand on va être sur un hébergement et un nom de domaine payant à hauteur de 65-70 € par an cumulés sur WordPress, on sera plutôt autour des 100-110 € par an sur Wix. Ils prennent une marge un petit peu plus élevée en disant, voilà, nous, c'est plus cher, mais au moins, on vous construit un site internet complet, visuel, sympa, assez facile à créer et donc, forcément, ça coûte un poil plus cher. Lionel, j'ai une petite question. Justement, tu es en train d'aborder Wix. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à télécharger? Est-ce qu'il y a des modules? Comment ça se passe? Alors, sur Wix, si on en reste sur Wix, la création de site internet se fait intégralement en ligne. Donc, on n'a pas besoin de télécharger un logiciel. Le logiciel Wix n'existe pas. On va sur wix.com et on se laisse guider. À l'intérieur de la création de notre site internet, on va partir sur un modèle soit un modèle qui nous propose déjà existant qu'on va adapter pour nous. Donc, il existe des centaines, voire des milliers de modèles existants, tout le temps mis à jour, avec des nouveautés assez sympas. On pourra forcément trouver notre bonheur. Soit on part d'une page vierge aussi. On a la possibilité de partir d'une page vierge et construire tout nous-mêmes si on a vraiment envie de réaliser quelque chose à notre image propre et que ça nous fait plaisir et qu'on aime bien. À l'intérieur de tout ça, on va avoir la possibilité, effectivement, dans notre site internet, d'y ajouter des outils, des widgets, voire des applications. Et là, on va aller, comme sur notre téléphone, on a notre Play Store ou notre Apple Store pour télécharger nos applications. Sur le Wix, on aura aussi notre petit store qui va nous permettre d'installer les applications supplémentaires qui sont soit gratuites, soit payantes, comme sur n'importe quel store, pour ajouter des fonctionnalités. Aujourd'hui, on n'a pas forcément sur un site internet la fonctionnalité de réservation en ligne. Et bien, on va télécharger la petite application Wix de réservation en ligne et l'installer. On peut y ajouter la possibilité d'avoir un espace membre, c'est-à-dire qu'il faut se connecter avec un mot de passe en tant que client pour avoir accès à certaines fonctionnalités de notre site internet ou à certains visuels. Toutes les applications créées et réalisées par Wix sont gratuites. Vous avez donc la possibilité de créer votre site internet de A à Z entièrement gratuit si vous utilisez les applications Wix, qui sont, pour ma part, je trouve, très bien faites et qui marchent très bien pour 99% d'entre nous qui avons le besoin de réaliser un site internet vitrine, on va dire, classique. Voilà, donc pas d'outils à télécharger, pas d'abonnement à avoir ou ce genre de choses. Tout est à l'intérieur. Et pour WordPress, d'ailleurs, ça marche de la même manière pour WordPress. Du coup, on est à l'intérieur, on télécharge, on installe des outils complémentaires. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Qu'est-ce que notre site internet doit contenir? Pour faire bref, on doit être évidemment pertinent, avoir les informations essentielles, on en a parlé tout à l'heure, nos coordonnées, adresses, téléphone,
notre logo dans l'idéal, ou en tout cas le visuel qui nous représente, pour qu'on puisse être reconnu tout de suite. On va y faire figurer notre zone d'intervention, donc soit le lieu du local ou le lieu de la boutique, ou alors si on n'a pas de local ou de boutique, notre zone de service, notre zone de chalandise, pour savoir par rapport à l'adresse où on se situe, jusqu'où on se déplace. Est-ce qu'on se déplace sur un département, une région ou encore plus local, sur un petit secteur au niveau du département? On va peut-être essayer de mettre en place sur notre site internet nos références, avec qui on a déjà travaillé, avec qui nous sommes partenaires, quelles sont les personnes qui ont confiance en nous et qui nous recommandent. On va mettre peut-être des photos sur nos dernières prestations, les dernières créations qu'on a faites pour donner ce côté un peu visuel et envie. On va parler de nous, qui on est, pourquoi on a construit, les savoir-faire, les compétences qu'on a, les atouts, nos spécificités par rapport aux autres. Le but du jeu, c'est de se démarquer de la concurrence, ou en tout cas d'appuyer sur la concurrence pour inciter à venir nous voir plus qu'un autre. Et pour compléter ce que tu es en train de dire, Lionel, la zone d'intervention, ça peut être important parce qu'on peut éventuellement avoir besoin de traduire le site. Oui, tout à fait, si on parle sur de l'international, c'est ce que tu veux dire. Voilà, notamment. Hein. Oui, si on fait… Ou un site qui s'adresse à un public étranger, je ne sais pas, quelqu'un qui fait des gîtes ou qui est dans le tourisme, dans des activités de ce genre-là, on aura peut-être besoin de traduire le site en anglais ou dans d'autres langues. Exactement, tout à fait. Et là, effectivement, on a la possibilité soit d'embaucher un traducteur pour créer notre site internet, soit de le faire nous-mêmes avec les outils que nous propose déjà WordPress ou Wix, si on prend les deux qu'on a vus aujourd'hui, qui nous proposent des outils de traduction en ligne pour les langues, on va dire, les plus utilisées sur les sites internet. Et la dernière chose, on va effectivement faire attention pour nos sites internet, à y faire figurer nos horaires d'ouverture, ou en tout cas nos horaires de contact, c'est-à-dire entre quelle heure et quelle heure on peut nous contacter sur téléphone, et les prix, si on est sur un site de produits, de vente en ligne, bien y faire figurer nos prix ou nos forfaits de prestation de services si on en a. Voilà. Lionel, j'ai une question de quelqu'un que je connais un petit peu qui s'appelle Véronique, qui est maçon. Elle nous demande quelles infos pertinentes on peut mettre sur le site. Alors, j'étais en train de lui répondre sur le chat. On peut, par exemple, mettre des photos de chantier, un avant, pendant, après. Ça peut être un exemple. Des photos de l'équipe, des photos du matériel. Le but du jeu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de vendre son entreprise. Et de donner envie. Et de donner envie. Hein. Donc, on va mettre le terme vendre entre guillemets, mais tous les moyens seront bons de présenter son activité, de présenter le matériel, les références, etc. Exactement. On sait aujourd'hui, et on le verra dans la petite partie réseaux sociaux juste après, que le visuel est de plus en plus important pour les internautes. On va beaucoup plus faire confiance à quelqu'un qui nous montre qui il est, qui nous montre ses produits, qui nous montre ses services, ou qui nous montre son travail sur le terrain, qu'un site internet ou un réseau social où il y a très très peu de visuel. Parce qu'on a besoin de voir pour comprendre, de voir pour savoir. Et donc, le visuel va être effectivement très important. Maintenant, on a effectivement plusieurs possibilités de visuel, hein, que ce soit nous, les produits, les services, les réalisations, du avant-après, effectivement, qui peut marcher pour plusieurs métiers. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est de maintenant suggérer, penser que lorsqu'on va prendre des photos, ça sera des photos qu'on prendra pour nos outils numériques, que ce soit pour notre site internet ou pour nos réseaux sociaux, et donc essayer de créer des photos un peu différentes, ou des photos un petit peu plus visuelles, avec un jeu de couleurs ou avec un jeu d'accompagnement sur les objets qui peuvent vous entourer, que vous pouvez mettre en avant pour vos photos. Alors, soyez très vigilants. Je reviens dans le cas des photos. Je reprends l'exemple du maçon. Si on voit des salariés sur un chantier, attention à ce qu'ils soient bien équipés, les normes de sécurité, etc. Parce que c'est une image qu'on donne de l'entreprise et qui est vue par tout le monde. Donc, si jamais on a des salariés qui sont sur un échafaudage à 5 mètres de haut, qui ne sont pas attachés, qui n'ont pas les godasses de sécurité et les casques, ce n'est pas forcément une bonne image qu'on va donner de l'entreprise. Tout à fait. J'ai une autre question et je ne sais pas si tu as abordé la question. Aujourd'hui, il faut que les sites, alors on va utiliser un terme un petit peu technique qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'ils soient visibles sur tous les supports. Exactement. Maintenant,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être quasiment 90% à utiliser Internet avec notre téléphone portable. Vous voyez bien que l'écran de notre téléphone portable n'est pas du tout le même que notre écran d'ordinateur. On est déjà sur un format plus petit et en portrait plutôt qu'en paysage. Donc, il faut créer un site Internet, effectivement, comme le disait Pascal, qui soit responsive, qui s'adapte en fonction des écrans. Mais aujourd'hui, la plupart de nos outils de création de sites Internet, et notamment WordPress.org et Wix.com, le font par eux-mêmes et nous permettent de le gérer directement. C'est-à-dire qu'on va avoir sur notre outil de création de site Internet deux petites options, une petite option avec un écran d'ordinateur, une petite option avec un écran de téléphone qui nous permettent de voir comment s'adapte notre site Internet en fonction des écrans. Tout à fait. Et donc, pour terminer sur la petite partie site Internet, on va vous proposer, si vous êtes plus intéressé que ça, et comme je le disais tout à l'heure, un petit webinaire jeudi à 9 h sur comment réaliser un site conforme pour notre site Internet, c'est-à-dire effectivement réaliser nos mentions légales, nos conditions générales de vente, la RGPD, les droits à l'image, tout ce qui va être un petit peu obligatoire, légal. C'est mon collègue David, si je ne dis pas de bêtises, qui nous l'expliquera jeudi à 9 h. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous y inscrire pour savoir un petit peu comment on gère tout ça. Avant d'enchaîner, moi, ce que je vous propose, c'est de répondre à ce petit sondage sur le site Internet, juste par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que vous avez bien suivi les choses? Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes emballé pour la création de votre site Internet et est-ce que vous avez besoin de nous? Donc, n'hésitez pas à répondre pour nous dire effectivement si un accompagnement avec la Chambre de métier pour la création de votre site Internet serait intéressant pour vous. Accompagnement qui, je le rappelle, est entièrement gratuit pour les artisans puisque subventionné par l'État ou par la région directement. Donc, on peut se voir sur une demi-journée, une journée pour vous aider à réaliser votre site Internet, pour vous accompagner, et si ce n'est pas pour le réaliser par vous-même, pour vous accompagner à réaliser peut-être un cahier des charges bien complet, bien propre, afin d'aller le proposer après à des professionnels, une agence de communication ou des graphistes webmasters indépendants qui pourront le réaliser pour vous. Alors, pendant que nos amis auditeurs répondent, on avait une question sur la fréquence des mises à jour. Alors là, c'est une question qui est, je ne vais pas dire assez compliquée, mais tout va dépendre des informations que vous avez sur le site. Je ne sais pas s'il y a des tarifs, s'il y a des choses comme ça. Après, voilà, je dirais, il n'y a pas une règle en disant il faut le faire toutes les semaines, tous les mois, etc. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'aime pas, quand on va sur un site Internet, avoir des informations obsolètes, des choses qui sont, je ne sais pas, prochaine manifestation le 14 avril 2014, quoi, par exemple. Donc ça, après, tout dépend du contenu et tout dépend des entreprises, des activités. Exactement. Si effectivement on décide sur notre site Internet d'y ajouter des posts ou un système de blog ou d'actualité, il faut effectivement que ces actualités-là soient assez récentes. Donc, la mise à jour va se jouer là-dessus. Après, un site Internet vitrine classique qui va juste voilà, nous permettre de vivre et d'exister sur Internet n'a pas d'obligation de mise à jour, si ce n'est peut-être sur les photos, si on a envie effectivement de mettre en avant des réalisations, des nouvelles réalisations ou des nouveaux produits, etc. Sinon, le site Internet peut vivre sans vous une dizaine d'années facilement, sans que vous ayez besoin d'y accéder et de le mettre à jour, sauf si vous changez de numéro de téléphone, sauf si vous changez d'adresse, etc. Donc, je vois que ça s'est un petit peu stagné sur les réponses. On va mettre fin au sondage. Merci beaucoup. Donc, effectivement, 62% d'entre vous seraient intéressés pour qu'on puisse se rencontrer. C'est super. De toute façon, avec vos inscriptions et avec le sondage, on a vos coordonnées, donc on pourra vous recontacter. Mais sinon, n'hésitez pas, dès la fin de cette semaine, à nous recontacter directement, à recontacter le chargé de développement numérique de votre département pour voir tout ça. Les outils numériques essentiels. On va continuer sur la partie 2 qui sont les réseaux sociaux. Comment utiliser nos réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux utiliser pour notre entreprise? Un ou plusieurs? On va regarder un petit peu ça directement. Comment on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui? En 2021, les utilisateurs dans le monde et en France, on va rester en France,
38 millions d'utilisateurs Facebook aujourd'hui. C'est-à-dire que plus de la moitié, ou quasiment la moitié, non, plus de la moitié, pardon, des Français ont un Facebook et utilisent Facebook aujourd'hui. 31 millions sont sur WhatsApp, qui est un outil, un réseau social qui nous permet de discuter directement en créant des groupes ou en direct. 23 millions sont sur Instagram, qui va être un réseau social axé sur le visuel, sur les photos, donc sur peut-être la beauté, l'image, etc. 21 millions sont sur Snapchat, pardon. 15 millions et demi sur TikTok, le nouveau réseau social vidéo qui fait le buzz depuis 18 mois et qui marche très très bien. 14 millions et demi sur Twitter, 12 millions sur Pinterest et 12 millions sur LinkedIn. Peut-être vous en connaissez qu'un, peut-être que vous en connaissez tous, peut-être pas du tout. On va aller regarder un petit peu plus ça en détail et vous expliquer un peu à quoi correspondent tous ces réseaux sociaux. Comme j'en ai déjà un petit peu parlé en début d'intervention, dans le monde aujourd'hui, 67% des internautes, donc ceux qui ont Internet, sont des mobinotes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur leur téléphone portable, ils sont uniquement sur leur téléphone portable pour aller sur Internet. 58% sont des internautes, 48% des socionautes, ça veut dire que 48% d'habitants ont, la moitié de la population mondiale, ont un réseau social, Facebook ou autre. 47% de ces utilisateurs-là sont sur mobile et utilisent uniquement leur téléphone portable pour aller voir leurs réseaux sociaux. En France, 92% des Français utilisent Internet tous les jours et 58% sont des utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Pourquoi on va créer un ou plusieurs réseaux sociaux pour notre site Internet? Évidemment, comme pour le site Internet ou comme pour d'autres outils numériques, pour élargir notre cible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va arriver un petit peu au bout de notre effet boule de neige avec nos contacts qui vont nous recommander à d'autres contacts. Et nous, on veut peut-être toucher directement des personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas les personnes que nous connaissons. Et comment on va faire ça? Eh bien, ça va être sur effectivement la création d'un réseau social qui va nous permettre d'être visible par tout le monde, pour avoir une connexion directe avec ce qu'on appelle sa communauté, les personnes qui nous suivent. On va pouvoir effectivement répondre sur les réseaux sociaux en direct, ou en tout cas, si ce n'est pas répondre en direct, c'est apporter des informations en direct. Si effectivement on a des commentaires, si effectivement on a des petites remarques sur les réseaux sociaux comme on peut en voir, eh ben, nous, ça peut nous tilter. On peut se dire, tiens, j'ai quand même pas mal de personnes qui me parlent de ça sur les réseaux, ce serait peut-être intéressant que je m'y penche dessus pour voir ce que ça peut m'apporter au niveau de mon travail. Surtout, et ce qui va être le plus important sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir accès aux campagnes publicitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer 500 € tous les 3 mois à votre petit journal local pour mettre votre petite carte de visite qui fait 3 cm sur 5 cm parmi tant d'autres dans le journal. On va avoir la possibilité de faire exactement la même chose, sauf qu'on va avoir sur Facebook avec une visibilité beaucoup plus large et surtout avec le texte, le visuel, les liens que vous aurez choisis pour le budget que vous aurez choisi, pour le temps que vous aurez choisi. Sur Facebook, sur Instagram, on va pouvoir lancer des campagnes publicitaires pour 88 centimes par jour minimum sur le périmètre que nous définira Facebook. Si aujourd'hui, nous, on a une zone de chalandise qui tourne autour de 20 km, 30 km autour de chez nous, on va dire à Facebook, voilà, je veux que cette publicité-là soit visible par des personnes qui habitent à 30 km autour de chez moi. Je veux y mettre 10 € pour 7 jours dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Et Facebook va vous dire, très bien, pour 10 € pendant 7 jours, si vous voulez toucher tout le monde, ou en tout cas tous les types de publics 30 km autour de vous, eh bien, vous allez avoir à peu près 3500 connexions, 3500 vues possibles. Très bien. Mais nous, on va peut-être cibler un petit peu plus. On sait que notre public, on sait que notre clientèle est beaucoup plus féminine que masculine. À 80-85%, nos clientèles sont des femmes. Eh bien, on va dire à Facebook, eh bien, sur ces 3500 personnes-là, moi, je décide que c'est que les femmes. On aura toujours 3500 personnes qui seront touchées, mais que les femmes. On va donc cibler un peu plus notre public. C'est des femmes, certes, mais la plupart de mes clientes, c'est des femmes qui ont déjà passé la trentaine. Donc, c'est en gros entre 35 et 50 ans.
Très bien. Donc, ça sera en public féminin entre 35 et 50 ans. On aura toujours nos 3500 personnes de toucher, mais ça sera uniquement des femmes de 35 à 50 ans. Pourquoi je vous dis tout ça au niveau du ciblage et l'importance de ces ciblages-là? C'est comme je vous l'ai expliqué, le nombre de vues sera identique. Par contre, on va toucher beaucoup plus de personnes qui seront sensibles à notre publicité si on cible bien notre persona, notre type de clientèle. Donc, sur les publicités, les campagnes publicitaires, c'est ça le rôle que vous allez avoir, c'est effectivement faire avant ça un bon ciblage de votre clientèle pour avoir en fait le meilleur taux possible d'interaction entre les personnes qui vont voir la publicité et les personnes qui vont cliquer sur la publicité. Si vous allez toucher tout le monde sans faire trop de distinction, il y a des personnes qui ne vont pas être du tout sensibles, qui ne vont pas avoir d'intérêt à aller plus loin que ça et vont faire switcher la publicité. Par contre, si on va cibler vraiment notre type de clientèle, on va avoir plus de chances d'intéresser les gens et donc d'avoir des clics et donc d'avoir des contacts et donc potentiellement de nouveaux clients pour ça. Pourquoi donc, et on continue, avoir un réseau social? Pour la construction d'une marque, c'est-à-dire que sur les réseaux, on va créer ce qu'on appelle un petit peu une storytelling, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire, l'histoire de notre société, l'histoire de nos produits, de nos services. Et donc, on va essayer effectivement de fidéliser notre clientèle, voire d'augmenter évidemment le nombre de nos abonnés, de nos followers, comme on peut l'entendre, en leur racontant une histoire, en ayant une régularité dans la création de nos posts et dans ce qu'on va raconter dans tout ça. Et forcément, en y allant plus, ou en tout cas en ayant une régularité qui va plaire parce qu'on connaît un peu notre public, eh ben, ce public-là va partager, ce public-là va aimer, ce public-là va commenter. Et donc, les amis de ce public-là vont le voir. Si les amis de ses amis cliquent aussi, ça sera les amis des amis des amis, etc., etc. Et on va gonfler un petit peu toute cette bulle de possibles clients, de prospects, pour peut-être effectivement toucher des personnes qu'on n'aurait jamais pu toucher autrement. Qu'est-ce qu'on va faire sur nos réseaux sociaux aussi? Sur nos réseaux sociaux, on ne pourra pas effectivement mettre l'intégralité des informations qu'on veut faire passer. On va y mettre les plus importantes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre le lien vers notre site Internet, parce que notre site Internet, lui, sera complet avec toutes les informations, les vidéos, les photos, les horaires d'ouverture, etc. On pourra effectivement y ajouter tout ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, on va proposer à notre socionaute d'aller chercher plus d'infos sur notre site Internet et donc de faire le lien. Ça va nous permettre d'attirer, de garder notre clientèle. Ça va nous permettre aussi d'avoir ce qu'on appelle un meilleur taux de référencement. J'y reviendrai tout à l'heure, mais effectivement, si tous nos outils numériques sont liés entre eux, notre site Internet, nos réseaux sociaux, notre page Google, si tout ça, on arrive à les lier ensemble, Google va être, ou un autre moteur de recherche, mais principalement Google, parce qu'on utilise Google, va être beaucoup plus à même de comprendre que ce réseau social-là est lié avec ce site Internet, est lié avec cette page business, et du coup se dire, tiens, ça c'est vraiment la bonne réponse à la question qui a été posée par l'Internet, vu que tout est lié et que tout va ensemble, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, donc hop, je le fais remonter plus vite et meilleur. Et on va pouvoir évaluer nos performances. Qu'est-ce que sont nos performances sur un réseau social? C'est effectivement le taux de visibilité de nos publications, le nombre de clics, le nombre de j'aime, qui les a vus, de quel lieu viennent ceux qui les ont vus. On va pouvoir avoir accès à nos statistiques pour pouvoir voir si on est bon dans notre démarche de visibilité et voir si on ne s'est pas planté sur la campagne de publicité. Si effectivement on a mis un réseau 20 km autour de Dijon et qu'on se rend compte qu'en fait c'est que des 58 qui viennent sur la publicité, on se dit que là il y a eu un couac quelque part et qu'il va falloir revoir un petit peu tout ça. Création de contenus viraux. Qu'est-ce que les contenus viraux? C'est ce qu'on appelle des buzz. Les buzz des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont une âme un peu de socionaute, pour ceux qui aiment bien être sur les réseaux sociaux, on a la possibilité pour se faire connaître très vite de créer ce qu'on appelle un contenu viral, un buzz, pour être partagé très rapidement et donc du coup, faire connaître sa marque, faire connaître son entreprise
assez rapidement. Ça va passer par des réseaux sociaux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser aujourd'hui. C'était Instagram il y a quelques temps, ça va être TikTok aujourd'hui, où on est sur des principes de vidéo, 15-20 secondes maximum, sur des choses un peu comiques, sur des challenges, sur des choses, voilà, toujours dans le feel good, toujours sympathique, qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec les produits de notre société, avec les services de notre société. Ça peut être juste nous-mêmes. Mais le fait qu'on fasse une vidéo sympa, rigolote, qu'on se mette en avant nous, va mettre en avant forcément notre entreprise, notre société. Donc, à réfléchir, si on a l'envie de réaliser ça, pourquoi pas? Et en dernier lieu, effectivement, écouter son audience, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir en direct les envies, les besoins, voire même des conseils peut-être de sa communauté, et du coup pouvoir y répondre assez facilement avec une belle réactivité et du coup s'adapter en fonction de ce qu'on nous dit. Quel réseau on va utiliser, nous, aujourd'hui, pour notre entreprise? Aujourd'hui, on va en parler de 3 qui vont être évidemment Facebook pour cibler précisément son audience. Si Facebook, aujourd'hui, est le premier réseau social mondial et le premier réseau social français. Donc, effectivement, c'est presque une obligation d'avoir un Facebook pour pouvoir toucher une plus grande population. On vient sur Facebook pour élargir notre notoriété avec un contenu, on va dire, assez classique, convivial. On va y alimenter notre page. Alors moi, je ne serais pas forcément dans le principe de dire tant par mois, tant par semaine ou tant par jour. Ça sera vraiment en fonction de vos métiers, en fonction de vos services, de vos produits. Tout le monde n'aura pas la même facilité à produire des contenus. Par contre, moi, ce que j'aime, ce que je veux, c'est qu'il y ait une régularité dans ces posts. C'est-à-dire que nous, si on tombe sur votre post Facebook, sur votre Facebook, on se rende compte que vous mettez un post toutes les semaines ou un post toutes les 2 semaines, voire même un post tous les mois. Parce que lorsqu'on atterrit sur votre post et qu'on voit qu'il n'y a rien qui a été mis depuis 15 jours, si on circule un petit peu, on voit qu'en fait, vous postez toutes les 3 semaines. Donc, on va se dire, ah, bon, je suis dans la 2e semaine. La semaine prochaine, il va mettre quelque chose. On va comprendre qu'il y a une régularité et du coup, on va s'y attarder. Par contre, si on voit à un moment donné des posts où il y en a 4 par jour et puis pendant 3 mois, il n'y a plus rien, et puis là, on arrive, on est en octobre et on voit qu'il n'y a rien de mis depuis février ou mars, on va se dire, tiens, il n'y a plus rien depuis 6 mois. Est-ce que l'activité est toujours là? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il n'a pas fermé boutique? Et en fait, on ne va pas forcément réfléchir plus que ça et on va passer à autre chose et aller voir quelqu'un d'autre. Parce qu'on va se dire tout de suite que s'il n'entretient pas son réseau social, c'est qu'il n'est pas forcément actif non plus en tant que professionnel et que donc, on n'est pas très rassuré. Maximum un post par jour, pas plus. Pourquoi? Parce que Facebook marche par algorithme et va nous montrer effectivement à nous, utilisateurs de Facebook, un peu les dernières choses qui sont parues, les dernières choses qui nous intéressent. Et donc, il va nous supprimer. Si par exemple, vous en faites un à 8 heures, un à 11 heures et un à 14 heures, il y a des chances que celui de 8 heures et 10 heures, on ne le voie pas et qu'on ne voie que celui de 14 heures. Et donc, qu'on loupe peut-être des informations. Donc, c'est plutôt intéressant de poster, si vous voulez poster assez fréquemment, de poster qu'une seule fois par jour, quitte à programmer vos publications. Pour le faire le lundi, vous en programmez 7, et puis vous dites celle-là, elle part lundi, celle-là, elle part mardi, etc., etc. Vous le faites une fois par semaine, mais vous êtes visible sur Internet une fois par jour. Et vous-même, en tant qu'utilisateur de Facebook, n'hésitez pas à partager, à liker les commentaires d'autres, etc., pour avoir cette viralité sur les réseaux sociaux et faire savoir à Facebook que vous êtes actif. Facebook, quand c'est qu'on va l'utiliser? Alors là, on est sur effectivement des réponses statistiques par rapport à ce que Facebook relève. On sait effectivement que Facebook est vu, visible et utilisé le lundi, le vendredi, le samedi, le dimanche, 9h, 15h et 18h. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que du vendredi au lundi, on est sur un grand week-end et qu'on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux, notamment Facebook, sur ce grand week-end-là et qu'il y a plus de monde, plus d'interactivité. Donc, si nous, on veut être pertinent et toucher le plus de monde possible, on sait que c'est du vendredi au lundi et qu'il y a une visibilité un petit peu plus grande encore, autour de 9h, autour de 15h et autour de 18h. On va utiliser Facebook pour construire une communauté fidélisée, comme je disais tout à l'heure, pour relayer notre contenu et mettre en avant, évidemment, nos produits, nos informations, la vie de l'entreprise.
50% des utilisateurs Facebook ont plus de 25 ans et je dirais même 65% ont plus de 35 ans. Ça veut dire qu'en fait, Facebook est une population vieillissante. Je suis désolé pour les trentenaires, je suis dans ce cas-là, mais c'est effectivement le cas. Pourquoi? Parce que Facebook est arrivé en France 2007-2008, le premier réseau social. Donc, c'est les jeunes de l'époque, les 17, 18, 19 ans qui se sont mis sur Facebook et qui ont continué à grandir avec Facebook et qui ont aujourd'hui la trentaine. Et qui sont restés par facilité parce que ça ne les intéressait pas plus d'aller ailleurs, etc. Les jeunes d'aujourd'hui, les moins de 18, les moins de 20 ans, voire même les moins de 15, sont sur d'autres réseaux sociaux en fonction des tendances. Donc, si notre cible client est très jeune ou jeune, le Facebook ne sera peut-être pas le réseau social principal pour notre communication. Par contre, si nous, on va toucher effectivement une population, une clientèle qui est autour de la trentaine, de la quarantaine, on est au bon endroit. Combien ça coûte Facebook? Ça ne coûte rien. On s'inscrit avec une adresse email, un mot de passe et on construit notre profil personnel d'abord et notre page professionnelle ensuite. À partir de là, tout est gratuit. Ce qui va être payant, c'est évidemment, comme je vous l'ai expliqué un tout petit peu plus tôt, les campagnes publicitaires où on définira le budget qu'on veut y allouer. Les avantages, comme je vous le disais, la grande majorité de nos clients ont un compte Facebook. On peut partager, repartager tous nos contenus pour avoir une visibilité sur des personnes qui ne sont pas de notre communauté. 93% des posts les plus engageants de Facebook ont une photo, d'où l'importance du visuel maintenant sur tous les réseaux sociaux. 42% des utilisateurs Facebook aiment, like une page pour obtenir des réductions ou des promotions. C'est-à-dire que pour vous, ça peut être intéressant de lancer une petite campagne promotion avec un code réduc ou un petit jeu concours pour 35% des utilisateurs afin d'attirer sur votre page Facebook et du coup d'adhérer à votre page Facebook en donnant cette possibilité-là de réduc, de code promo ou de jeu concours. Et on sait qu'il y a très peu de personnes qui se délikent, qui se désabonnent lorsqu'ils l'ont fait la première fois. Voilà pour Facebook. J'ai deux questions, Lionel, pendant que tu es sur Facebook. Facebook perso, Facebook pro? Alors, oui. De toute façon, on ne peut pas créer une page professionnelle toute seule. Il faut absolument et obligatoirement qu'elle soit gérée par un profil personnel. Donc, vous allez créer votre profil personnel au nom de Lionel Salinas, et je vais créer ma page professionnelle, ma page chambre des métiers de l'artisanat du Jura. C'est le profil perso qui va gérer la page pro. Il est interdit, et quand je dis interdit, c'est plutôt en recommandation, mais il est très fortement déconseillé d'utiliser son profil personnel à des fins professionnelles. On ne mélange pas notre vie privée et notre vie professionnelle. Vos clients ou futurs clients n'ont pas envie de savoir si vous êtes les pieds en éventail à la plage, si vos enfants ont réussi leur bac, si votre chien est allé récupérer le bâton que vous lui avez lancé dans le jardin. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous nous proposez en tant que service, en tant que prestation, en tant que produit. On reste à côté. Par contre, l'inverse n'est pas forcément interdit. Vous, en tant que profil personnel, vous pouvez, si vous le souhaitez, partager vos publications pro sur votre profil à vous. Ça, ce n'est pas un problème. Du coup, ça marche plutôt bien. C'est plutôt effectivement sur votre page professionnelle. Il faut savoir qu'une page professionnelle, aucun internaute, aucun socionaute ne sait qui gère la page professionnelle. La page professionnelle elle a un nom, le nom de votre entreprise très généralement, votre nom commercial, et c'est tout. Si dessous, c'est monsieur, madame ou mademoiselle qui gère avec son profil perso, nous, on ne le sait pas. Donc, on ne peut pas remonter jusqu'à vous et à votre profil perso. Vous pouvez donc rester tout à fait dans l'anonymat via votre page professionnelle. Voilà, nous, les conseils qu'on donne à la Chambre de métier au niveau de la page pro et du profil personnel. Et on est bien d'accord que Facebook est gratuit parce qu'il y a eu à un moment donné des fake news, etc., disant que Facebook est payant ou serait payant. Ce qui peut être payant, c'est les campagnes de pub qu'on lance via Facebook, via les réseaux sociaux. Exactement, tout à fait. Ça restera Facebook de ce que nous a dit Mark Zuckerberg. Voilà. Instagram en deuxième réseau social. Qu'est-ce que Instagram? Instagram va être l'outil qu'on va utiliser pour, on va dire, toucher une clientèle un poil plus jeune et surtout pour apporter autre chose que sur Facebook. Et ce autre chose-là va être le visuel, la qualité des photos, le donner envie, le côté coup de cœur.
pour transmettre effectivement des émotions par l'image. Donc, si vous aimez ça, si vous avez l'habitude effectivement d'utiliser votre téléphone portable pour prendre des photos, pour les partager, pour les envoyer aux amis, à la famille ou les mettre sur vos réseaux sociaux perso, ça peut être la bonne idée. Qu'est-ce qu'on va faire sur Instagram? Effectivement, on va se mettre en scène ses services, ses produits, avec effectivement différents outils perso ou pro sur Instagram directement. Qui va être impacté plus que ça? C'est effectivement les métiers où on est un petit peu plus dans le visuel. Quoique aujourd'hui, je trouve que tout le monde peut réaliser des photos de ses produits, de ses services avec un visuel sympa. Mais on y trouvera effectivement un petit peu plus le côté mode, le côté maroquinerie, le côté décoration d'intérieur, le côté décoration tout court, cuisine, sport, voyage, tout ce qui va pouvoir être retravaillé visuellement et nous donner un effet waouh sur les photos. Premier conseil, investissez dans un bon appareil photo. J'englobe dans l'appareil photo téléphone portable. Aujourd'hui, on a des téléphones portables avec des 20, 22, 25 mégapixels, si ce n'est plus, qui nous permettent de réaliser de très, très belles photos et très, très largement suffisantes pour une visibilité sur 3 cm sur 2 de notre écran de téléphone. Donc, si vous avez un appareil photo classique, mais que vous avez un très bon téléphone portable ou un bon téléphone portable, ça peut être très largement suffisant. La qualité des pixels y seront. Maintenant, à nous de jouer sur le côté mise en scène, visuel, tendance, couleur, etc. pour réaliser des photos assez sympas. Si effectivement on considère que nos produits, nos services ne sont pas forcément ultra visuels, ultra tendance à montrer, etc., et bien ce qu'on peut faire, nous, c'est effectivement montrer les coulisses. On sait que le taux d'impact, le taux de clic, le taux de j'aime sur le côté backstage, sur le côté coulisses est beaucoup plus important. C'est-à-dire que vous allez mettre la photo d'un de vos produits, ça va faire il va y avoir une certaine interactivité. Vous allez mettre une photo de vous en train de créer ce produit dans votre atelier. C'est sûr et certain que vous aurez entre 50 et 70% de plus de likes et de j'aime parce que nous, Français, on adore voir un petit peu ce qui se construit derrière et comment ça fonctionne. Donc, se mettre en avant en train de travailler ou effectivement montrer un peu les coulisses de comment ça marche, nos machines, nos outils ou qui est avec nous, qui travaille avec nous, nos collaborateurs, etc. Ça peut être une très, très bonne idée. Et d'autant plus qu'on a dans l'artisanat des métiers de fabrication, des métiers manuels. Donc là, on est tout à fait d'accord sur cette évocation-là. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment avec la période qu'on a vécue, les gens aiment bien voir le local, aiment bien voir les gens travailler, etc. Donc, à 200% pour montrer comment on fabrique et comment on travaille. Exactement. Instagram, quand ou comment? Instagram, on va l'utiliser, effectivement, comme je le disais, pour toucher une tranche d'âge plus jeune. 71% des utilisateurs d'Instagram ont moins de 35 ans. Donc, effectivement, on est sur une cible clientèle plus jeune. Quand est-ce qu'on va publier sur Instagram? Alors, publier n'importe quand, on sait qu'on aura une meilleure visibilité le lundi, le jeudi, de 7 à 9 et de 17 à 18. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lundi, c'est la fin du week-end. Tout le monde rentre à l'école ou aux études supérieures. Et entre 7h et 9h, on regarde un peu ce qui s'est passé dans le week-end. Le jeudi, pareil. On n'a pas tous cours le mercredi et on va regarder ce qui s'est passé le mercredi. Parce qu'on sait que c'est une population étudiante plus qui est effectivement sur Instagram ou plus jeune qui a l'envie de regarder ce qui s'est passé le week-end avec les photos des copains qui ont fait la fête, avec les photos, etc. Donc, il y a plus de monde le lundi, le jeudi à ces horaires-là. Sur Instagram, on va mettre en valeur notre activité, effectivement, faire connaître nos produits, se rapprocher de notre communauté. Ça va marcher pour un petit peu tout le monde. Ça coûte combien? Pareil que Facebook. Nous sommes sur le même groupe, c'est le groupe Facebook. Il faut savoir que Mark Zuckerberg, le propriétaire créateur de Facebook, a peur de tout le monde et donc rachète tous les réseaux sociaux, dont Instagram. Donc aujourd'hui, Instagram est aussi entièrement gratuit. Et ne vous demandera de l'argent uniquement que lorsque vous allez vouloir réaliser des campagnes publicitaires. Quels sont les avantages d'Instagram? Ça nous permet de mettre en valeur nos produits. C'est là où on va jouer un petit peu plus, ou nos services en se mettant en scène. Instagram est un outil puissant pour mettre en place sa stratégie de storytelling. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire.
Vous avez la possibilité de faire des posts, vous avez la possibilité de faire des stories, vous avez la possibilité de faire des réels. Tout ça, c'est des termes des réseaux sociaux qui nous permettent d'utiliser plusieurs outils, vidéos, photos, etc., pour parler de nous, nous raconter, se raconter et mettre en avant tous ces produits, ces services. C'est comme une série. Vous êtes sur Netflix, une série commence, et bien vous avez l'épisode 1 qui arrive le lundi. Le lundi d'après, ce sera l'épisode 2 et encore d'après l'épisode 3. Ça nous donne envie de revenir tous les lundis pour voir ce qui s'est passé en fait dans l'épisode d'après. Et bien pareil, on va construire sur la même chose. Et ça nous permet effectivement Instagram, on en a très peu parlé parce que ce n'est pas forcément notre cible au niveau de l'artisanat, mais on va parler sur Instagram de ce qu'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une très, très, très grande communauté, c'est-à-dire qui ont beaucoup de personnes abonnées et que peut-être nous, artisans, on va aller trouver ces influenceurs en disant, voilà, toi, tu as une très grande communauté, moi, j'aimerais élargir la mienne. Si on fait un petit contrat ensemble, si je t'offre un produit, si on fait un petit deal entre nous, est-ce que tu peux parler de mes services, est-ce que tu peux parler de mes produits à ta communauté? Et dans ce cas-là, moi, ça fera agrandir la mienne puisqu'ils vont vouloir venir voir de qui tu parles et de ce que tu parles. Et ça me permettra d'avancer et de faire un gros bond dans mes prospects, dans mes futurs clients. On termine avec le troisième réseau social qui sera peut-être utilisé par vous, c'est le réseau social LinkedIn. À la différence des autres, LinkedIn est un réseau social exclusivement professionnel. On ne va aller sur LinkedIn que pour toucher des professionnels et donc réaliser ce qu'on appelle du B2B, du business to business. Quand sur Instagram et sur Facebook, on était sur du B2C, du business to consumer. Mon anglais est très bon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller toucher non pas une clientèle, mais des professionnels. Donc, peut-être des partenaires, des collaborateurs. On va peut-être, nous, vouloir aller toucher en tant que chef d'entreprise, peut-être des commerciaux ou des DRH ou des directeurs généraux qui vont peut-être nous faire rencontrer du monde ou élargir notre réseau pro pour pouvoir vendre nos produits à un autre groupe, à une autre prestation. Sur LinkedIn, on va avoir principalement effectivement des utilisateurs cadres, c'est-à-dire des personnes effectivement qui sont sur LinkedIn en tant que cadre, en tant que chef d'entreprise, dirigeant, et qui vont avoir ce besoin-là de faire du lien, de réseauter, comme on dit, du networking, pour aller un petit peu plus loin dans leur démarche de partenariat, de parrainage ou tout simplement de collaboration. Donc, on va construire son réseau LinkedIn comme on construit un petit peu son CV. On va y mettre sa photo de profil, on va y mettre ses coordonnées, son numéro de téléphone, on va y ajouter notre expérience professionnelle, nos compétences, notre CV en ligne en fait, on va les mettre là et puis on va aller regarder un peu chez les uns et chez les autres CV en ligne pour se connecter à un réseau et partager des expériences. Aujourd'hui, un peu plus, outre nos cadres et nos dirigeants, on va y trouver des jeunes en études qui cherchent des stages, qui cherchent des alternances ou des très jeunes diplômés qui cherchent leur premier emploi et qui vont aller effectivement dans cette démarche de lancer leur CV à des DRH, à des DG pour pouvoir rencontrer autrement qu'en envoyant leur CV par la poste ou en répondant à une annonce sur Internet. Donc, on va être sur ces deux principales thématiques pour LinkedIn. Quand c'est qu'on va utiliser LinkedIn? Eh bien, en fait, comme qu'on est au travail, c'est un réseau professionnel, donc c'est la même chose. On utilise LinkedIn du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, on ne bosse plus. On est en week-end. C'est pareil sur le réseau social. Ça va nous permettre de développer notre réseau, de promouvoir notre activité et partager, comme on peut le faire sur d'autres réseaux sociaux, le contenu des posts, de photos, de visuels, d'explications, de ce qu'on peut proposer, de ce qu'on peut faire. 50-50 en répartition, autant de femmes que d'hommes sur LinkedIn. Moyenne estimée, vous voyez, on est à 44 ans de moyenne estimée sur LinkedIn. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un public, on va dire, avec une expérience professionnelle déjà bien acquise. 85% des décideurs B2B, ça veut dire effectivement des personnes, des DRH, des DG, enfin ceux qui gèrent et décident pour leur entreprise, sont sur LinkedIn. Combien coûte LinkedIn? Pareillement, profil basique, gratuit, entièrement gratuit. Maintenant, si vous avez envie d'avoir d'autres fonctionnalités qu'on ne peut pas avoir sur un profil gratuit,
c'est-à-dire pouvoir contacter plein de personnes en même temps, c'est-à-dire aller voir qui est venu visiter notre profil plus qu'un autre, enfin, avoir accès à des statistiques un peu différentes, un peu poussées. On peut dans ce cas-là passer sur un forfait premium à 29 € par mois. Les utilisateurs de LinkedIn peuvent être une base assez importante pour votre réseau, effectivement, B2B. Ça va être un levier pertinent pour développer votre marque si vous avez besoin, effectivement, de toucher des fournisseurs, des partenaires, etc. Et autrement, si vous avez le besoin d'avoir des apprentis, si vous avez le besoin d'avoir des stagiaires, si vous avez besoin d'avoir des alternants, vous allez pour sûr et certainement trouver votre bonheur sur LinkedIn. Voilà ce qu'il en est pour LinkedIn. Mais aussi, et on ne va pas en parler, mais qu'il existe et utilisé, le réseau social Twitter. Twitter pour ce qu'on peut dire un peu asseoir sa crédibilité, pour toucher les influenceurs. Twitter est les réseaux, on va dire, du flux idéal pour partager en direct les actualités, les relations presse, la gestion client. Aujourd'hui, Twitter est quand même beaucoup moins utilisé parce qu'on reste sur un outil anonyme qui peut être anonyme pleinement et où effectivement, aujourd'hui, on va être un petit peu à déverser sa haine et avoir ce qu'on appelle des haters qui vont être un peu tout le temps dans la critique, le reproche. Donc, c'est vrai que c'est plus trop intéressant de se développer sur Twitter et encore moins, je dirais, pour le côté artisanal qui ne va pas nous apporter grand-chose. Pinterest et Tumblr, qui sont effectivement des réseaux sociaux de microblogging et qui vont, pour le coup, cibler un peu plus le public féminin parce qu'on va être vraiment sur un visuel. C'est-à-dire que sur Pinterest ou Tumblr, on va aller y apporter des photos, des photos, des photos, des photos. Ça va être uniquement que ça. C'est un système, Pinterest marche avec un système d'épingle, c'est-à-dire que nous, utilisateurs, on va aller épingler les photos qui nous plaisent sur notre mur Pinterest et y revenir après. Pourquoi on va utiliser Pinterest ou Tumblr? On va être surtout pour l'utiliser pour chercher des conseils dans la construction, notamment du do-it-yourself. Ce qu'on appelle le do-it-yourself, c'est un peu le côté qui était déjà à la mode et qui a explosé avec le confinement, c'est-à-dire réparer notre petite table, réaménager nos fauteuils, tapisser, etc., etc. En gros, un petit peu tout ce qui est un petit peu bricolo, rénovation, faire par soi-même, tout ce qu'on avait un petit peu l'habitude de faire. Alors, vous allez me dire, si on fait par soi-même, à quel moment c'est intéressant pour nous? Ça va être intéressant parce que du coup, vous allez donner des conseils, mais un métier reste un métier. On ne pourra pas effectivement réaliser nous-mêmes des choses assez conséquentes. Donc, effectivement, poncer une table et la revernir, oui, le menuisier ne va pas forcément proposer ses services pour faire ça. Par contre, si vous lui apportez une vidéo ou une image sympa qui lui permette de réaliser sa table super bien, il se rappellera de vous pour ce gros projet. Il se dira « Ah ouais, mais le menuisier que j'ai vu sur Pinterest, c'était vachement bien, il est à côté de chez moi. » Je le rappelle parce que par contre, j'ai un gros abri de jardin à construire à l'extérieur de 15 mètres carrés que je veux faire ça en bois et moi, je ne peux pas le faire tout seul. Donc, voilà un peu le principe. On va avoir WhatsApp, Snap, Chat, qui sont des outils de discussion, de messagerie qui vont nous permettre de discuter. Donc, nous, en tant que professionnels, peut-être pour effectivement avoir ce lien direct avec nos clients et plutôt que de leur envoyer un texto, etc., les intégrer soit dans un groupe ou soit en direct sur WhatsApp ou Snap pour leur donner ce côté un peu immédiateté. On va avoir nos outils vidéo, YouTube, TikTok, Twitch. On en a parlé un petit peu, mais c'est les outils qui montent en flèche en ce moment et qui sont très, très, très utilisés. Et encore plus avec les élections qui arrivent aujourd'hui, où nos politiciens ont besoin de se faire voir par un autre public, et notamment les jeunes, donc vont maintenant faire ressortir un petit peu ces nouveaux réseaux sociaux. On en parle juste après. Visioconférence, Zoom, Teams, Skype, c'est des outils qui peuvent nous permettre effectivement d'être en contact avec nos clients si on en a le besoin pour se faire de choses. Si on est des coachs, si on est effectivement peut-être informaticien à domicile, peut-être qu'on a besoin de prendre la main sur l'ordinateur de notre client sans se déplacer. Dans ce cas-là, on peut se mettre sur des outils dans ce genre-là. Voilà ce qu'il en est pour un peu l'intégralité de nos réseaux sociaux. Néanmoins, s'il y a bien quelque chose qu'il faut savoir, c'est effectivement ne pas se disperser.
Trop de réseaux sociaux tue les réseaux sociaux, certes, mais vous tuera aussi. Vous avez un métier principal et si vous avez un second métier de ce qu'on appelle community manager dans la gestion de vos réseaux sociaux, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, ce qu'on va faire, c'est réfléchir au bon réseau social ou aux bons réseaux sociaux, au pluriel peut-être, pour son entreprise. 2, 3, grand maximum si vous êtes un friand de réseaux sociaux. Sinon, on va se dire qu'un réseau social sera très largement suffisant pour nous pour développer sa communication clairement et facilement. En pratique, sur nos réseaux sociaux, on fait attention à notre orthographe, notre grammaire, le langage utilisé, bien sûr. On publie de belles photos, de belles vidéos. On publie de façon régulière, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On diversifie ses publications. On va mettre une photo, une vidéo, un jeu concours, une promotion. On va partager peut-être un article de presse qui nous correspond, qui correspond à l'entreprise. On ne mélange pas le professionnel et le personnel. On peut faire des recommandations, évidemment, sur les réseaux sociaux. On va utiliser ce qu'on appelle les hashtags. Les hashtags, vous les avez certainement tous vus. Pour ceux qui ne les ont pas vus, c'est la petite lettre dièse avec un mot à côté qui nous permet d'être retrouvés très facilement sur les réseaux sociaux sans nous connaître. C'est-à-dire que si on utilise le hashtag menuiserie dans notre réseau social, si moi je vais sur Facebook et que je tape menuiserie dans ma barre de recherche, j'aurai tous les posts qui ont intégré le hashtag menuiserie dans le monde. Et donc, même si c'est des personnes qui ne sont pas abonnées à vous, pourront voir votre post et donc aller sur votre post, aller sur votre profil, sur votre page et s'y intéresser et s'abonner. On publie des posts avec des vidéos ou des photos. On gère les mauvais commentaires. J'ai envie de dire les bons commentaires aussi. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir ou pas les commentaires et les avis sur votre entreprise. Et donc, l'idéal, effectivement, est d'y répondre à chaque fois, soit pour dire merci beaucoup, soit pour dire excusez-moi monsieur, votre mauvais commentaire est tout à fait justifiable, mais c'est parce qu'il y avait ça, mais c'est parce que j'ai fait une erreur, ou alors je suis désolé monsieur, le mauvais commentaire, je ne vous connais pas, je n'ai aucun devis à votre nom, je ne vois pas pourquoi vous postez ce commentaire-là sur mon Facebook, nous n'avons jamais discuté ensemble, ceci est ce qu'on appelle un fake. Et interagir avec sa communauté pour répondre à leurs questions, à leurs demandes le plus rapidement possible. Et en dernier lieu, on choisit le ou les bons réseaux sociaux par rapport à son entreprise. Pour les réseaux sociaux, si vous voulez aller un poil plus loin par rapport à tout ce qu'on s'est dit, demain 14h, les nouveaux réseaux sociaux, TikTok, Twitch, communiquer sur les réseaux aujourd'hui en vidéo. Donc demain après-midi, Solène Machiot et moi-même, on vous parlera des nouveaux réseaux sociaux vidéo pour vous permettre peut-être de développer un petit peu ce côté numérique vidéo qui fait un bon petit boom. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous connecter. Et mercredi 20 à 9h, un Zoom très, très particulier sur le réseau social LinkedIn. On en a parlé très brièvement. C'est pour ça que du coup, j'ai été un peu rapide aujourd'hui. C'est parce que mercredi à 9h, mes collègues, Mélodie et Muriel, si je ne dis pas de bêtises, seront là pour vous expliquer un peu plus en détail comment utiliser LinkedIn pour faire du B2B. Voilà pour ce qu'il en est des réseaux sociaux. Il est déjà 10h15. Je suis un tout petit peu en retard. Donc, je vais voir si Pascal a des questions de votre part. Non, on les a gérés en direct. Il y a eu pas mal de petites questions, mais tu répondais au fur et à mesure. Et puis, il y a des choses on gardera pour la fin quand on terminera. Super, parfait, très bien. Alors, j'enchaîne avec notre troisième partie sur nos outils numériques essentiels. Et notre troisième partie va être de se créer une page Google My Business. Qu'est-ce que Google My Business aujourd'hui? C'est un outil de Google, comme son nom l'indique, qui nous permet de créer une page établissement pour notre établissement. On va aller à la concurrence des pages jeunes, en fait. Google nous permet d'avoir maintenant sur Internet et directement la possibilité de créer une page d'établissement où sera rentré nos coordonnées, notre numéro de téléphone, nos horaires d'ouverture, le lien vers nos réseaux sociaux, le lien vers notre site Internet, voir des photos, voir des posts d'actualité, un référencement sur Google Maps, etc., etc. En fait, on est effectivement sur de la concurrence directe des pages jeunes qui malheureusement s'écroulent au fur et à mesure des mois, j'ai envie de dire plutôt que des années, à cause de Google. Google est le moteur de recherche numéro 1 mondial et en France, qui fait qu'aujourd'hui, on est tous sur Google et qu'on va trouver, sans même aller cliquer sur les pages jeunes, directement ce dont on a besoin directement chez eux.
qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va mettre sur notre page d'établissement? Eh bien, évidemment, les intérêts des informations de notre entreprise, nos heures d'ouverture, présentation générale avec un petit peu de texte, notre logo, une photo, adresse, coordonnées téléphoniques, des photos qu'on pourra mettre à jour ou pas, un référencement sur Google Maps, c'est-à-dire que si vous avez effectivement pignon sur rue, si vous avez une boutique, un local, on va référencer l'adresse et donc on sera visible sur Google Maps qui nous donnera la possibilité de créer un itinéraire pour nos GPS. Aujourd'hui, on est en voiture, on va aller vous voir, on va cliquer sur votre map, sur votre fiche établissement et ça va nous amener directement à vous. Et on va ouvrir les portes aux avis, aux commentaires, comme sur les réseaux sociaux. À quoi ça ressemble un petit peu? Ça va un petit peu ressembler à ça, les fiches établissement Google. Vous en avez certainement déjà vu. Lorsque vous tapez effectivement une recherche très particulière sur un service, une boutique, un magasin, on va avoir ce genre de choses qui va apparaître. La fiche établissement avec évidemment le nom, comme on peut le voir, la note qui nous a été attribuée. On n'est pas mauvais dans le Jura, hein, 4,3 sur 37 avis, on est pas mal. Notre adresse, nos horaires d'ouverture, notre numéro de téléphone, etc., etc. C'est un service entièrement gratuit. Je le redis, tout ce qu'on vous propose sur nos webinaires sont des services gratuits pour vous. Accessible et compatible pour toutes les activités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, pour toutes les activités, se trouver une catégorie pour s'enregistrer. On va avoir la catégorie menuisier, la catégorie salon de coiffure, la catégorie toilettage canin, etc., etc. Aucun problème là-dessus. Et de base, les fiches établissement Google sont sur une présentation responsive qui vont s'adapter sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur les tablettes. Les bons réflexes à avoir pour la création de notre Google My Business. Compléter le profil établissement correctement. Activiter le bouton Call to Action dirigeant vers notre site Internet. Un bouton Call to Action, c'est un bouton qui va être visible uniquement sur les téléphones portables. Vous voyez, on va avoir sur notre téléphone portable la possibilité d'appuyer sur Appeler et qui va nous appeler directement. Ou alors site Internet et qui va nous amener directement vers site Internet. Ou alors GPS et qui va nous amener directement sur Google Maps. En fait, on va lier un peu toutes nos applications pour qu'on soit très rapidement visible et qu'on puisse accéder très rapidement aux informations qu'on veut. Donc, dans ce cas-là, actualiser nos informations, soigner la qualité de nos photos. Évidemment, lorsqu'on a des avis négatifs ou positifs, on y répond, on y laissant un petit commentaire, comme sur les réseaux sociaux, et on essaye d'aller faire un petit peu de veille sur notre fiche établissement pour voir si effectivement on n'a pas trop de mauvais commentaires qui s'accumulent ou trop de bons commentaires et qu'il faudrait quand même y répondre pour donner un peu ce côté intimiste avec notre clientèle et leur dire voilà, on est là avec vous, même après notre prestation, on est toujours là et on vous remercie d'être toujours là et garder ce côté un petit peu fidélité. On ne va pas aller plus loin que ça sur le concept de Google My Business. Pourquoi? Parce que du coup, on va avoir d'autres webinaires dans la semaine aussi, mardi à 9 h et jeudi à 14 h, qui sont les mêmes webinaires qu'on a doublés. Être visible sur Internet, même sans avoir de site Internet, et ça passe par créer sa page Google My Business. Aujourd'hui, moi, je voulais juste vous présenter ce qu'était la page Google My Business, vous dire que c'était un outil essentiel. Et si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez participer mardi et jeudi à nos deux différents webinaires qui seront faits par mes collègues. Voilà ce qu'il en est pour moi aujourd'hui sur les 3 outils numériques essentiels à la création de son entreprise, ou en tout cas pour commencer ou améliorer la communication numérique de notre entreprise. Je le rappelle, on est une équipe régionale. Vous avez donc la possibilité de nous contacter par département. Moi-même sur le 39, David sur le 90, sur le 25, Muriel dans le 70, Pascal dans le 21, Thierry dans le 89, Mélodie dans le 58 et Solène dans le 71. N'hésitez pas à prendre contact avec nous là-dessus. Sur n'importe quel sujet pour voir ensemble. Vous avez ici maintenant les coordonnées de chacun d'entre nous. Je les remettrai tout à l'heure pour que vous puissiez prendre le temps de tout noter au besoin, mais vous avez nos numéros de téléphone, nos adresses email et vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez aller aussi effectivement sur le www.artisanat-bfc.fr/numérique pour vous inscrire sur les autres webinaires si vous avez envie de vous inscrire sur les autres webinaires et si vous ne l'avez pas encore fait.
Aujourd'hui, la Chambre de métier vous accompagne sur plein de sujets différents. Aujourd'hui, on parle de numérique, mais évidemment, il y a d'autres sujets. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter pour tout accompagnement suivi dans différents sujets, sur les sujets de coaching, sur les sujets d'aide pour créer des dossiers de subvention, de prêt à taux zéro, etc. Vous avez les sujets du développement durable. Si vous êtes engagé, on a la possibilité de vous proposer des visites énergie, préconisation des éco-gestes et chercher avec vous peut-être des aides très spécifiques pour pouvoir améliorer un petit peu le côté éco-responsable de votre entreprise. Évidemment, le numérique, c'est nous. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle des diagnostics, c'est-à-dire faire un petit état de lieu des outils que vous avez et de ce que vous souhaiteriez mettre en place pour vous apporter après un accompagnement sur tout ce qu'on a pu voir et tout ce que vous pourrez voir tout au long de cette semaine. Site internet, réseaux sociaux, référencement, conformité, RGPD, et puis tout accompagnement sur mesure sur plein de choses. Et évidemment, le côté formation avec toute notre offre de formation pour les dirigeants, pour les chefs d'entreprise immatriculés à la Chambre de métier. Et si vous êtes dans un concept d'apprentissage, vous avez la possibilité de nous contacter évidemment pour gérer vos apprentis, rechercher vos apprentis, puis gérer toute la rédaction des contrats, suivi, gestion, etc. Voilà, je me devais de faire ce petit point avec vous sur l'intégralité de la Chambre. Je vous remets nos coordonnées en dernier lieu. Je vous remercie. Je laisse la main à Pascal pour voir avec lui si on a des questions, des réponses sur différents sujets. En même temps, je lance les 2 derniers sondages que j'ai oublié de lancer tout à l'heure. Le sondage sur les réseaux sociaux pour savoir si vous avez envie ou besoin d'être accompagné dans la réalisation ou la création de votre réseau social ou de vos réseaux sociaux. C'est juste pour faire un petit point avec vous pour voir si effectivement on est bon sur ce qu'on dit et voir si on peut vous apporter un petit accompagnement là-dessus. Pascal, je te laisse prendre la main. Est-ce qu'on a des questions? Oui, le temps que nos amis répondent au sondage, pour compléter un petit peu ce que tu disais, donc maintenant on a la possibilité de vous accompagner sur le numérique notamment, c'est ce que vous avez évoqué David. Donc on a eu plusieurs demandes sur du Google My Business, sur de l'Instagram, sur des choses comme ça. Donc, on a la possibilité, avec les collègues de la Chambre de métier, de vous accompagner gratuitement sur ces sujets. Donc, voilà, Lionel vous a remis nos coordonnées. Pour compléter un petit peu, on est une équipe. Et dans l'équipe, il y a des compétences différentes. Je vais être très honnête, si vous venez me voir pour me demander comment on paramètre Instagram, vous aurez un petit peu de mal. Par contre, nos collègues et mes collègues peuvent vous répondre et on essaye d'être complémentaires pour vous accompagner sur ces sujets-là. On a également l'offre de formation qui est un petit peu plus, on va dire, qui permet d'avoir des choses un petit peu plus complètes sur certains sujets. Donc, pareil, vous nous contactez si vous voulez avoir des informations sur tout ça. Voilà, mais on va avoir quelques personnes qui sont intéressées pour avoir des compléments sur notamment les réseaux sociaux, le Google My Business, etc. Oui, voilà, je viens de lancer le dernier sondage. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, ça nous permettra de vous recontacter après ou de voir exactement où c'est qu'on est pour chacun. Merci Pascal, merci à tous pour votre participation. Vous avez été tous sur place et vous êtes restés sur place. C'est super sympa. Ça veut dire que du coup, j'ai pas été trop mauvais dans mes explications. Personne n'est parti en route. On a gardé tout le monde. Donc, merci bien à vous. N'hésitez pas à revenir. C'était la première de la semaine. Il y en a d'autres derrière. N'hésitez pas à vous reconnecter pour suivre les autres et peut-être approfondir un petit peu plus différents sujets.